Alors, bonjour à tous, on va maintenant s'attaquer au deuxième épisode pour une petite critique posée. Et comme je l'avais teasé, je le trouve bien meilleur, mais qui termine malheureusement sur une mauvaise note, et on verra cela. Vous pensiez pas que j'allais dire que tout va bien quand même. Alors je vais commencer par réparer une grande erreur, pas parler de Tess et de son actrice. Je trouve que la comédienne est investie dans son rôle, et franchement je la trouve très crédible. Cependant, son personnage est un peu différent du jeu, et on la voit ici plus maternelle, plus proche d'Ellie. Je sais pas si je trouve cela intéressant, car j'aimais beaucoup son côté détaché. Un peu comme Joël, ce sont deux personnages peu recommandables, et c'est peu de le dire. D'ailleurs, j'ai trouvé dommage de le surligner comme cela, lorsque Tess dit clairement à Ellie que ce ne sont pas des gens bien. Je trouve cela tellement dommage d'appuyer les choses en les nommant, plutôt que de simplement les faire comprendre par des actions. En fait, j'ai toujours l'impression qu'on nous prend pour des cons, mais franchement, c'est dommage, cette surenchère, cette surexplication. Mais commençons par le début et sa scène d'introduction. Comme pour le premier épisode, on repart dans le passé. Et comme pour le premier épisode, je trouve cela très intéressant. La biologiste et le militaire sont tous les deux très bien campés et les acteurs sont vraiment investis dans leur rôle. Un petit détail que j'ai adoré, c'est la réponse de la femme lorsqu'on lui demande « Mais alors, que reste-t-il à faire ?» Dans la plupart des films, la réponse aurait été « Il ne reste plus qu'à prier ». Et c'est d'un ridicule, c'est tellement attendu que cela n'apporte plus aucune émotion. Là, on a quelque chose d'épouvantable. Il n'y a aucune solution, il faut tout bombarder. Le regard du militaire rempli d'effroi est à glacer le sang. Par contre, je reste très dubitatif sur la scène à la morgue, où on peut voir le champignon sortant de la bouche et bougeant ses ramifications, tel un alien avec ses tentacules. C'est intéressant pour mettre en avant la vie et le danger de ce champignon, mais de l'autre, ça reste un peu ridicule. Il me sort un peu du contexte réaliste. Pour un peu, j'attendais Will Smith arriver en costard noir pour ensuite nous flashouiller. On retrouve ensuite nos protagonistes avec Ellie baignée dans la lumière et les deux autres la scrutant. La mise en scène est plutôt efficace, mais un peu trop appuyée. On peut voir Ellie en position fétale lorsqu'elle se réveille, cet espoir fragile qu'il faut sauver. Alors, gros point positif pour Bella Ramsey que je trouve bien mieux dirigée dans cet épisode. Le personnage se rapproche beaucoup plus de celui du jeu vidéo, par ses différentes interventions, ses remarques envers Joël, et ça la rend ainsi bien plus sympathique. On sent un personnage qui s'émerveille facilement. On peut voir également qu'elle recherche déjà le contact avec Joël, lorsque par exemple elle joue avec son couteau pour l'impressionner, et en même temps elle reste très rentre-dedans avec lui. La remarque sur le fait de se battre avec un sandwich, puisqu'elle n'a pas le droit d'utiliser des pistolets, m'a bien fait rire. Mais m'a également interrogé sur le physique de nos personnages, que je trouve quand même bien portant dans un milieu survivaliste contexte fin du monde. Surtout lorsqu'on voit les deux autres se nourrir de racines. Waouh, super, miam miam, j'ai faim. Alors le comportement entre chien et chat, entre les deux protagonistes dans le jeu vidéo, est ici très bien retranscrit. Et je trouve que ça crée du lien justement entre les personnages. Et si tout paraît si juste, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est Neil Druckmann, le créateur justement du jeu vidéo, qui ici réalise cet épisode. Et on peut comprendre alors que tout soit aussi juste, avec autant de détails. Lorsqu'ils sortent du bâtiment et que l'on peut apercevoir les décors, là c'est vraiment une grosse baffe. Le cadrage réalisé est excellent et permet vraiment de se rendre compte du gigantisme et de la destruction. Les fonds verts se voient, ok, mais franchement, c'est quand même très impressionnant et c'est très propre. D'ailleurs, un petit détail que j'adore, bon après c'est peut-être dans ma tête, et car je peux parfois être un peu étonnant, mais lorsque Joël pousse la porte vers l'extérieur, le grincement que fait cette porte fait énormément penser au bruit des claqueurs. Préparation paiement, et on verra ça par la suite. Voir ensuite toutes ces phases de déplacement typiques de la série et les allusions aux claqueurs que l'on va apercevoir, on apprend ensuite que Ellie ne sait pas nager comme dans la série. Bam! Encore une baffe dans la gueule de Joël quand elle lui rétorque qu'il n'y a pas de piscine à proximité du centre. Bref, j'adore. Plusieurs personnes ont critiqué le fait que c'était évident qu'elle puisse sauter dans l'eau et avoir pied. Alors je suis pas forcément d'accord parce que vu la couleur de l'eau, pas sûr de voir quelque chose à plus de 10 cm. On va éviter de boire la tasse. Cela permet d'ailleurs à Joël de se venger en se moquant d'Ellie. Slice retourne dans sa face. Bref, pas mal. On passe maintenant avec une vraie différence par rapport au jeu, c'est la connexion entre les infectés. Une idée plutôt intéressante en soi, car elle amène quelque chose d'assez effrayant, mais pour que tout soit cohérent, il faudra que ce soit bien géré dans la série. Après, de la même façon qu'il y ait une connexion, oui, mais qu'elle soit aussi rapide
et voir les tentacules bouger, là ça brise quelque peu ma suspension consentie de l'incrédulité. Bref, elle n'est plus si consentie que cela. On arrive maintenant au musée, et là c'est vraiment un bijou de réalisation. Franchement, Neil Druckmann se débrouille super bien. Ses plans de caméra sont très bien choisis, la tension monte, et comme beaucoup, la scène de Joel, lorsqu'il recharge son pistolet avec la caméra qui se fixe sur son regard, pour ensuite se rendre compte par le son que le claqueur s'est rapproché, c'est hyper efficace. Tous les acteurs se débrouillent super bien durant cette scène, même Bella Ramsey, waouh, incroyable, que d'éloges sur cette petite. On trouve par la gestuelle, les différentes positions pour se cacher, le regard entre les deux, il y a beaucoup du jeu vidéo. C'est vraiment très bien retranscrit. J'ai malheureusement encore une critique. Si les claqueurs dans le jeu vidéo sont aussi effrayants, c'est pas seulement par leur design et le son qu'ils produisent, mais avant tout parce que s'ils nous attrapent, on est mort directement. Là, je ne vois pas beaucoup de différence avec un infecté classique. Je dirais même qu'ils sont moins dangereux. Joel arrive à s'en défaire avec l'un d'eux et le bastonner pour ensuite lui tirer. Au final, un infecté classique, c'est la même chose, sauf qu'en plus il te voit, donc il te court direct, ce sont pas des binoclars. Là, il y a un petit souci de cohérence. En quoi ils sont ici une plus grande menace ? On sort ensuite pour se retrouver devant le Capitole. J'ai trouvé cette image sur les toits un petit peu cheap et au final moins poétique que dans le jeu vidéo. Mais bon, ça reste un détail. Là, on arrive sur la scène problématique pour moi. Franchement, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Dans le jeu vidéo, Tess de la même façon est infecté, va rester en arrière pour protéger Joel et Ellie, mais pas d'infectés mais de militaires. Après s'être échappé, on va se retrouver sur un étage supérieur et on va voir la dépouille de Tess. Je trouve que cela est beaucoup plus froid, beaucoup plus fort au final. Là, on se retrouve dans une scène très cringe, vraiment bizarre, en comprenant qu'elle attend les infectés pour les tuer avec son briquet et tout faire exploser. Alors, premier problème, quand elle voit que son briquet ne marche pas, pourquoi elle n'utilise pas une grenade, sachant qu'il y en a 40 au sol ? Là, je comprends vraiment pas, si ce n'est vouloir créer la scène suivante, et donc cette tension avec un espèce d'infecté violeur en série. Parce que oui, cette scène, totalement surréaliste, renvoie au viol. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi Tess se laisse embrasser de la sorte. Alors, en plus de ne pas vouloir bouger pour maîtriser, entre guillemets, un semblant de contrôle sur la situation et pouvoir toujours utiliser son briquet, je pense qu'elle est tétanisée comme lorsqu'un violeur s'en prend à une victime. On a déjà entendu des gens dire « mais pourquoi vous n'êtes pas débattu ?» Mais peut-être qu'on peut être paralysé par la peur. Et dans des moments aussi atroces, c'est compréhensible. Cependant, je trouve la scène très ridicule. Déjà, j'avais expliqué que j'étais pas convaincu par les espèces de tentacules hentai qui sortent de la bouche des infectés, mais là, il y a quelque chose qui marche absolument pas. Tous les infectés se déplacent en courant comme des bêtes sauvages, et là, on voit monsieur le général en chef des champignons de la mort se diriger, tout smooth, pour accorder une dernière danse à sa belle. Sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Neil ? Comme j'ai dit dans l'épisode précédent, le jeu vidéo est incroyable parce que tout est cohérent. Je vais reprendre ma comparaison avec Je suis une légende, mais de façon bien moins positive. J'ai l'impression de voir le chef des zombies que l'on voit à la fin du film, celui qui se bat contre Will Smith, vous savez, parce qu'il a kidnappé sa femme zombie. Non mais on en est là, vraiment. Je trouve ça totalement ridicule de personnifier les champignons tueurs comme ça, qui prennent simplement les fonctions motrices de leur proie. Sinon on verrait également actuellement les fourmis qui sont attaquées par le cordyceps, danser la cariocase, prendre un petit verre et aller bronzer au soleil. Bref, ça marche pas du tout. C'est vraiment dommage, car j'ai trouvé l'épisode très bon, et cette dernière scène casse tout le positif que je pense de ce dernier. Je vais paraître sadique, et peut-être qu'en réalité je le suis, je sais pas, mais j'aurais trouvé ça tellement puissant que Tess n'arrive pas à utiliser son briquet, et qu'au final, elle meurt sans avoir rien pu faire. J'aurais trouvé ça tellement plus en adéquation avec l'univers, un univers dur qui ne pardonne rien. Je vous laisse sur cette note positive et pleine de joie, et je vous retrouve pour le 3e épisode pour une nouvelle critique posée. Allez, à très bientôt et merci.